Donc là, on va un peu parler des plantes médicinales et parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'imaginent, parce que bon, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps, depuis le début et même encore actuellement, utilise beaucoup de molécules qui viennent des plantes, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est aussi vrai qu'il y a plein de plantes qui sont, selon la dose, en même temps des poisons ou qui peuvent soigner. Par exemple, on peut prendre un exemple comme la digitaline qui est extraite des digitales. Eh bien, à toute petite dose, et dans certains cas, ça peut soigner très efficacement certains problèmes cardiaques. Mais il suffit de se tromper un petit peu de dose et là, on est sûr de mourir de problèmes cardiaques, directement. Donc c'est en même temps des poisons et ça peut être des médicaments. Et donc il y a plein de gens qui s'imaginent qu'en fait toutes les plantes médicinales sont des plantes à alcaloïdes. Et qu'est-ce que ça veut dire alcaloïde? Alors c'est des molécules moi je ne suis pas chimiste, et je ne peux pas dire exactement ce que c'est, un chimiste l'expliquerait mieux, mais c'est des molécules qui ont des effets thérapeutiques ou de poison, et qui sont beaucoup utilisées par l'industrie pharmaceutique. Mais il y a beaucoup de plantes, par exemple même par exemple dans les légumes, il y a, je crois, qu'une plante ou deux qui ont un peu d'alcaloïdes. C'est par exemple les haricots si on les mange crus, enfin oui, ou les pommes de terre si on les mange crus, qu'on ne les fait pas cuire, il y a de la solamine dedans. Les haricots, il y en a beaucoup plus dans les genêts par exemple, mais les haricots ça contient de l'aspartaïne qui raidit en gros tous les muscles. Bon, je ne crois pas que ce soit utilisé par l'industrie pharmaceutique comme médicament, ce truc-là, mais il y a quelques légumes qui contiennent des alcaloïdes. Si on considère que les pommes de terre, les fèves, les haricots, oui, on peut dire que c'est des légumes. Et les tomates, ça peut contenir un peu la même chose que les pommes de terre aussi, quand elles ne sont pas mûres. En fait, je connais qu'une variété de tomates qui en contiennent un peu, même en étant mûres. Mais ça se goûte. Mais sinon, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les plantes médicinales majeures, ce ne sont pas du tout des plantes alcaloïdes ou qui sont des poisons en même temps que bénéfiques. En fait, les plantes médicinales majeures, en réalité, ce sont quasiment tous les légumes. Que ce soit l'oignon, l'ail, le chou, les navets, les radis. À ma connaissance, il n'y a pas d'alcaloïdes dans aucune de ces plantes. Et pourtant, par exemple, même maintenant, quelqu'un qui a la cirrhose du foie, il va à l'hôpital. Le seul médicament qui est, même si ça a un nom savant pour que les gens ne comprennent pas ce que c'est, en réalité, c'est du jus de radis noir. Voilà, c'est... par exemple, on prend l'aspirine, la vraie aspirine, à l'origine, c'était extrait de l'écorce de saule marceau ou de la reine des prés. C'était fait pour soigner les rhumatismes et tout ça, comme la plante d'ailleurs. Mais les légumes, ça ne contient même pas des molécules comme ça. Mais on ne sait même pas très bien non plus comment ça agit. Par exemple, je peux raconter une anecdote sur l'ail, par exemple. L'ail, tout le monde a pu constater, tous les chercheurs, il y a des milliers de chercheurs qui ont travaillé sur l'ail, à la demande d'ailleurs des industries pharmaceutiques, parce qu'en fait,
le fait de manger de l'ail, ça a un effet absolument incroyable, en tout cas au niveau protecteur, pour ne pas avoir de cancer. Il y a eu des expériences de fait. Par exemple, on a pris les rats, on leur a donné un produit chimique qui donne à tous les coups, immanquablement, à 1000 fois sur 1000, le cancer du foie en quelques jours. On leur a fait des scanners de leur foie avant, on leur a donné le produit qui donne le cancer du foie, et une partie des rats, on leur a donné en plus dans leur nourriture de l'ail. Et bien ceux qui prenaient de l'ail, ils n'attrapaient pas du tout le cancer du foie. Et tous ceux qui n'avaient pas d'ail et qui avaient le produit chimique, mais les deux avaient la même quantité de produits chimiques qui donnent le cancer du foie. Et bien ceux qui mangeaient de l'ail, ça leur faisait rien. Et ceux qui ne mangeaient pas l'ail, ils avaient tous le cancer du foie. Donc on sait vraiment que c'est très efficace. Mais le problème, c'est qu'en fait, les industries pharmaceutiques ont payé plusieurs milliers de chercheurs pendant, je crois, presque 40 ans pour essayer de trouver la molécule qui est anti-cancer dans l'ail. Le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à trouver quelle molécule avait un effet anti-cancer dans l'ail. Et il y a une 10 ou 15 ans, ils ont fini par renoncer à leurs recherches parce que personne n'a compris. Enfin, si, il y a une chercheuse de l'INRA qui a plus ou moins compris, qui est passée à la télé sur France 3 un soir et qui a expliqué que, en fait, l'ail, mais l'ail entier, ça avait un effet. Elle a pu comprendre comment ça faisait pour être anti-cancer. En fait, pour que les cellules cancéreuses se multiplient à l'infini, il faut qu'elles deviennent sourdes à leurs voisines, un peu comme des autistes. C'est-à-dire que, normalement, il y a les cellules saines qui sont voisines, qui disent « stop, il faut arrêter de se multiplier ». Et les cellules cancéreuses, elles n'écoutent rien du tout, elles continuent à se multiplier. Et l'ail, il rétablit la communication. Du coup, les cellules cancéreuses arrêtent de se multiplier. Voilà. Et donc, le problème, c'est que, évidemment, les industries pharmaceutiques, ça ne les intéressait pas du tout de dire allez à l'épicerie du coin acheter de l'ail pour vous soigner ou vous protéger du cancer. Ce qui les intéressait, c'est de trouver une molécule qui puisse reproduire et vendre dans une pilule. Et donc, comme ils n'ont jamais réussi, parce qu'en fait, ils ont extrait toutes les molécules qu'ils ont pu de l'ail, tous ces chercheurs, et ils ont testé, ils ont même remélangé tout ensemble, et ça n'avait aucun effet. Aucun. Donc, ils ont fini par envoyer une petite note à tous les médecins et à toutes les académies de médecine, en disant, après 20 ou 40 ans de recherche, on peut affirmer qu'il n'y a aucune molécule dans l'ail qui ait un effet quelconque sur le cancer. Alors, ce n'était pas totalement un mensonge. Parce que, oui, effectivement, ils n'ont pas réussi à trouver la moindre molécule qui ait un effet quelconque sur le cancer. Mais ils ont soigneusement oublié de dire que l'ail naturel entier, lui, a un effet incroyable. Ça, ils ne l'ont pas dit. Alors, donc maintenant, quand tu parles de l'ail entier, tu parles de la plante, des feuilles et tout ça, c'est ça? Ou juste du tubercule? Les éclats d'ail, oui, d'accord. La gousse d'ail qu'on mange. D'accord. C'est voilà. Juste pour préciser. Ouais. Mais les feuilles sont certainement très bons aussi, et les fleurs aussi, mais voilà. Mais voilà comment ça marche. À part ça, les choux a énormément. Enfin. Ou par exemple, je peux donner un autre exemple, le céleri. Mais bon, quand je parle que les légumes sont des plantes médicinales majeures, c'est vrai, à condition d'utiliser les bonnes semences comme nous on fait, des vraies variétés anciennes et qui développent ce qu'on peut appeler leur système immunitaire, qui sont aussi les vitamines, les antioxydants, les polyphénols et tout ça. Mais à condition d'avoir les vraies variétés de légumes comme il y avait dans le temps,
on peut dire que ce sont des véritables plantes médicinales et des plantes majeures. Hein. Parce que, par exemple, tiens, le céleri, la variété qu'on a de céleri à couper, eh bien, cette variété, elle était très connue dans le temps, dans les siècles passés. Elle était très utilisée par les femmes pour ravigorer leur vieux mari. Ah oui. Ce qui est d'ailleurs tout à fait aussi compréhensible, parce qu'en fait, le vrai âge biologique, il est complètement lié aux fonctions rénales. Et le problème, c'est que, justement, ce céleri, il régénère les reins, entre autres. Donc, ça fait en quelque sorte rajeunir. Voilà, on peut dire ça. Donc, c'était pas pour rien que les femmes, quand elles avaient envie, elles revigoraient leur vieux mari, hein, en leur faisant manger de ce céleri. Voilà. Mais je pourrais parler pendant des jours entiers sur toutes les qualités nutritionnelles et médicinales des choux, des poireaux. Par exemple, tiens, les poireaux, c'est considéré par la médecine chinoise comme étant une plante miraculeuse qui guérit quasiment tout. Voilà. Mais c'est comme ça pour quasiment tous les légumes, quoi. Tu sais que c'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'on nous parle de plantes médicinales comme étant des feuilles, du thym, des trucs comme ça, mais on oublie carrément que les vraies plantes médicinales majeures, ce sont les vrais légumes, les vraies variétés anciennes de légumes. C'est ça que je dis. Ouais, si. Et sans compter que ce sont des plantes plantes médicinales majeures, mais qui ne sont pas des poisons. Hein. On peut en manger autant qu'on veut. Ce qui n'est pas du tout le cas même du thym. Hein. Le thym, si on en prend trop longtemps, on peut être très malade. Si on en prend trop aussi, et au bout d'un moment, en plus, parce que la plupart des plantes qu'on considère comme médicinales, comme le thym, la sauge, quasiment toutes, hein, à part quelques rares, elles ont toutes aussi un effet sur le système endocrinien. Et le résultat, c'est que, par exemple, si on prend le thym, par exemple, eh bien, tout le monde sait que ça va soigner une angine, un mal de gorge ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est valable si on prend de la tisane de thym pendant 3-4 jours. Si par contre, quelqu'un s'imagine qu'il va remplacer le café par du thym et qu'il en boit tous les jours une tasse de tisane de thym le matin à la place de boire un café, au bout d'à peu près 15 jours, 3 semaines, il a toutes les chances que ça lui dérègle complètement son système endocrinien et ça va faire l'effet exactement inverse. Il va sans arrêt attraper des angines. Voilà. Et par contre, sur le système endocrinien, c'est un peu vrai aussi, même pour les légumes. Mais on sait par expérience qu'on peut manger tous les jours des poireaux. Moi, j'ai observé, par exemple, une chose simple. Dans toute ma vie, et surtout pendant des années et des années, j'ai toujours connu des personnes très âgées et qui étaient en pleine forme. J'ai eu comme un voisin qui coupait et fendait son bois, il avait 96 ans. Et le reste du temps, il passait son temps, en plus, à moitié dans sa cheminée, à mettre le bois dedans, mais quand il faisait trop mauvais. Mais sinon, il faisait son jardin, Eh bien, j'ai eu la curiosité de regarder qu'est-ce qu'il plantait, surtout dans son jardin. Et j'ai toujours constaté dans toutes les régions de France exactement la même chose. Toutes les personnes qui avaient plus de 90 ans, la moitié de la surface de leur jardin était plantée en poireaux. C'était les légumes qu'ils cultivaient le plus, et donc qui mangeaient le plus aussi. Très, très intéressant. C'est moi qui l'ai observé, ouais. Parce que je suis curieux, moi. Je me dis, bon, comment ça se fait que ce gars-là et ces gens-là, ils ont 90 ans, 96 ans, qui sont en pleine forme et tout. Très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils mangent.
Et Voilà. du coup, j'avais une question. Qu'est-ce qu'il en est des plantes sauvages comestibles comme le poireau sauvage, par exemple? Ah ben, le poireau sauvage, hein, en général, le poireau sauvage, c'est le poireau qui est sauvage dans les vignes. Ah oui. Oui, donc Oui. bon, dans les vignes. Alors, Pas il n'est toujours, pas hein. vraiment sauvage, parce qu'en fait, il pousse tout seul dans les vignes, parce que dans les vignes, il se reproduit et à cause et grâce au fait que c'est toujours que dans le temps, on grattait la terre des vignes toujours à la même époque. Hein. Et en général, c'était avant qu'il y ait trop de végétation, c'était début juin. Et du coup, ça éliminait toute l'herbe, toutes les mauvaises herbes et tout ça, enfin ce qu'ils appelaient les mauvaises herbes. Et le seul truc qui repoussait, c'était les petits bulbes de poireaux. Et du coup, l'hiver suivant, eh ben, il y avait quasiment que des poireaux dans la vigne. Hein, en plus, c'était très bon à manger et tout, oui, ok. Mais bon, depuis qu'on met des tas de produits chimiques super toxiques dans les vignes, et sans compter les désherbants et tout ça, que malgré tout, les poireaux sont aussi, ces poireaux sauvages continuent à pousser parce qu'à l'époque où ils mettent le désherbant, ça touche pas les feuilles du poireau, donc du coup, ça tue pas le poireau. Hein. Eh bien, en fait, il faut surtout pas aller les ramasser, hein, sauf si la vigne est cultivée en bio. Oui, Hein. ouais, Mais bien sûr. sinon, il faut surtout pas aller ramasser des poireaux sauvages dans les vignes, si on n'a pas envie de s'empoisonner. Et en termes nutritionnels et en termes médicinal, Eh bien, en fait, le poireau sauvage, qu'on appelle sauvage, Oui. c'est le même poireau que le poireau perpétuel. Ah oui, d'accord. Hein. D'accord. Parce qu'il fait des petits bulbis sur le côté et ça se reproduit comme ça, entre autres. Ça peut faire des graines aussi, mais En tout cas, pour ceux qui n'ont pas goûté, c'est vraiment délicieux. Hein. Le poireau sauvage, celui qui fait des bulbilles, là, moi j'adore. Hein. C'est vraiment très très bon. oui, oui. Ben, nous, on en a plein là, dans nos champs de tomates aussi. Du coup, tu les manges? Bah oui, on en mange. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plantes sauvages comestibles qui poussent? Par exemple, des asperges. Tiens, je crois qu'il y a des asperges, non, par chez toi? Oui, Des asperges sauvages? oui, il y a plein d'asperges. Ah ouais. Après, les asperges, c'est pas non plus très très recommandé pour la santé, hein, à ma connaissance. Parce que je sais qu'il y a un acide qu'on appelle je sais plus comment là, C'est vrai. hein, comme dans l'oseille aussi, hein, et qui sont des trucs pas trop trop bons pour les reins par contre. Hein. Voilà. Merci Pascal hein, pour ces explications. Oui.